Merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc pour cette dernière table ronde, il y aura encore une intervention derrière. Effectivement, après les réflexions sur les stratégies, les réglementations internationales, sur les outils, sur tous ces projets, toutes ces innovations, je crois qu'effectivement, il est important toujours de revenir, comme on l'avait fait d'ailleurs l'an dernier, sur la formation, puisqu'il y a aussi donner de la connaissance, changer les comportements. Je crois que c'est toujours aussi important lorsqu'on parle de transition énergétique. Donc autour de moi, il va y avoir pas mal de monde, c'est pour ça d'ailleurs qu'on rajoute des sièges. Alors j'appelle d'abord Jamila Abaidi, qui est coordinatrice de chaire métier au sein de l'IRSI, donc, qui est l'Institut de la responsabilité sociétale par l'innovation à Subdeco La Rochelle. Bonjour Jamila. Francis Tubé, qui est président du CHED, le Collège des hautes études en développement durable, dont certains auditeurs de ce collège sont dans la salle. Et il y en a même un qui est monté sur scène tout à l'heure, puisque c'était Christophe de la centrale de Civaux. Pierre-Étienne Delfly, qui est responsable programme RSE chez Économie d'énergie, qui va nous rejoindre, assisté de Guillermo Boragan, qui est chercheur sur le projet B2020, dont nous allons parler un peu plus longuement, puisque nous aurons sur ce projet, donc une fois que Guillermo nous aura rejoint, bonjour Guillermo, nous aurons les témoignages des partenaires de ce projet, des partenaires entreprises, enfin certaines entreprises. Et donc, je propose de nous rejoindre à Olivier Menuet, qui est donc directeur énergie à la SNCF. Philippe Kunter, qui est directeur développement durable de BPI France. Et Emmanuel Martinez, qui est directeur développement durable à la Société Générale. Donc merci à vous tous d'être présents. On s'est serré un petit peu. Finalement, tout va bien aller. Donc, je vais évidemment commencer tout de suite, puisque le temps imparti va être très serré. Et je vais commencer par... là, la parité n'est pas très respectée. Je suis désolé, c'est une catastrophe. Jamila, donc on vous avait entendu l'an dernier présenter le début de ces travaux, donc vous vous occupez de la chaire Nouveaux métiers liés à la transition énergétique et notamment axés sur les aspects tertiaires et managériaux et non pas techniques. Vous nous aviez un petit peu parlé du projet, des premiers résultats, et donc aujourd'hui nous sommes très impatients de savoir ce qu'il en est un an après et ce que vous avez pu tirer de vos interviews auprès des dirigeants d'entreprise et des DRH. Donc je vous laisse la parole pour nous donner un petit peu toute la trame et les résultats et votre réflexion. Bonjour à tous, merci Eric pour cette introduction. J'aimerais juste insister sur le fait que l'un des objectifs de cette chaire est aussi de proposer un dispositif d'enseignement à l'ensemble de nos étudiants pour les préparer aux métiers liés à la transition énergétique. Alors, la question de la formation est une question, donc, fait partie des questions centrales de la chaire, mais elle fait aussi partie des questions centrales du gouvernement, puisqu'au printemps dernier, le ministère de l'Éducation nationale annonçait la création de 500 nouvelles formations pour les métiers dits d'avenir, et certaines font partie des métiers liés à la transition énergétique et à l'écologie. Alors, ces formations sont uniquement techniques, d'accord, donc elles ne concernent pas les métiers du management et du tertiaire. Mais revenons à notre chaire. Cette année, nous avons focalisé notre étude sur les métiers RH et les métiers de la finance. L'idée ici était de savoir si la transition énergétique avait un impact sur ces métiers-là et de pouvoir également identifier si ces personnes avaient un besoin en formation. Alors, les résultats... Et je profite aujourd'hui pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à cette étude. Et les résultats nous ont permis de constater que nous validons partiellement notre hypothèse. C'est-à-dire que oui, la transition énergétique a un impact sur les métiers RH et finance, et non, ces personnes ne ressentent pas le besoin d'avoir une formation. Je m'explique.
pour l'impact. Je vais vous donner l'exemple du DRH. Le DRH, effectivement, donc la transition énergétique, a un impact sur ses missions, notamment dans le recrutement, puisqu'il est amené à recruter des personnes avec des compétences spécifiques en matière de transition énergétique. Et non, il n'a pas besoin de formation. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Première raison, c'est ce qu'on m'a dit, il y a toujours un expert dans ces entreprises-là, donc dans ces entreprises qui ont fait le choix de s'orienter vers la transition énergétique. Et donc cet expert est toujours disponible, entre guillemets, pour pouvoir répondre à toutes les questions. Deuxième raison, sur le fait qu'il n'y a pas besoin de formation, Google est mon ami. Je tape, je cherche, je trouve. Donc pas besoin de formation spécifique. Alors, ces résultats, quelque part, ne vont pas dans le sens attendu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'un des objectifs de la chaire est de proposer un dispositif d'enseignement pour nos étudiants. Alors, je vous propose, du coup, de reconsidérer la question de cette formation, plutôt que de proposer des formations spécifiques. Éduquons nos jeunes et sensibilisons-les à la transition énergétique et à ses enjeux. Au lieu de proposer une formation, intégrons la question de la transition énergétique à l'ensemble et au cursus de tous nos étudiants, au même titre que ce que je fais moi par exemple, parce que je sensibilise moi tous mes étudiants à la question du bien-être au travail. Donc au même titre que ça, sensibilisons-les. Et je pense qu'à partir de là, on pourrait du coup les préparer au métier de la transition énergétique avec des connaissances basiques, on est bien d'accord. S'ils veulent approfondir leurs connaissances, ils pourront toujours s'orienter vers des formations dites plus techniques. Et du coup, ils seront plus sensibles à cette question-là. Et pour conclure, je dirais éduquons nos jeunes et continuons surtout de montrer l'exemple pour bien faire bouger les choses. Merci. Merci Djamila. Donc on arriverait à une conclusion plutôt de mettre la transition énergétique de manière transversale dans l'ensemble des cursus et non pas comme une spécialité supplémentaire ou à part. Et juste, alors pardon, ça correspond justement au résultat de l'an dernier, puisque l'an dernier on disait que la transition énergétique c'était plutôt des compétences transversales, et donc là ça rejoint effectivement. Donc ça confirme les premiers sentiments ou pressentis que nous avons l'an dernier. Merci. Merci. Donc justement, après l'approche métier, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la formation des acteurs de la société civile, et notamment en lien avec les questions de territoire. Et ça, je crois, Francis, que le SHED est vraiment au cœur de cette volonté de former la société civile. Et comme je disais tout à l'heure, quelques auditeurs sont dans la salle, et on a le meilleur exemple avec Christophe qui nous a présenté la mobilité électrique et douce de Civaux. Donc Francis, le SHED, encore une fois, peut-être très rapidement ce que c'est, mais surtout à quoi ça sert. Oui, non, en 2 mots, effectivement, le SHED, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un réseau d'écoles, d'universités, alors des écoles prestigieuses comme Subdeco ici, IRSI, l'EXI aussi, et puis d'autres universités, La Rochelle, Poitiers, sur Limoges. C'est un SHED que nous avons en Charente, Limousin et Poitou, puisque nous sommes associés au SHED Aquitaine. Il y en a 4 autres en France, et des très réputés, notamment en région parisienne, avec un fonctionnement à chaque fois très, très différent, mais qui se donne le même objectif, qui est bien celui de proposer à des auditeurs un cursus certifiant, validé justement par ses partenaires universitaires ou instituts, et qui du coup permet à des professionnels déjà en poste, donc on est après la formation des plus jeunes, mais du coup on essaye, comme on peut, de rattraper un petit peu de retard par rapport à ce qui vient d'être dit avec des professionnels qui sont déjà en poste, qu'ils soient issus d'entreprises, de collectivités, d'associations, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est de les amener à ouvrir leur champ, à ouvrir leur vision de ce que peut être le développement durable.
beaucoup par système de journées, de mini-séminaires qui les amènent à travailler ensemble avec des intervenants, un suivi pédagogique très, très rapproché. Ce sont des petites promos d'une dizaine, d'une quinzaine de personnes. Alors le CHED, c'est pas que ça, c'est aussi du coup un label. Et d'ailleurs, cette université, son programme est approuvé CHED, et on en est vraiment très 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 heureux parce que voilà, c'est complètement dans cet esprit-là aussi que nous travaillons dans l'échange, dans l'interaction, dans la présentation des choses. Alors le lien avec le territoire, j'en parlais à demi-mot entre ce découpage en région Nouvelle-Aquitaine, entre la partie sud de la région et la partie nord. Ça nous tient vraiment beaucoup à cœur de pouvoir jouer cette carte de la proximité, d'être vraiment en lien avec la réalité territoriale et du coup de faire essentiellement appel à des ressources, à des témoignages, à des visites qui sont sur le terrain et en proximité, en s'appuyant sur aussi les compétences et l'expérience des auditeurs, puisque, comme je le disais, ce sont des professionnels qui sont déjà en poste ou des élus qui sont investis, bien évidemment, sur leur territoire et qui veulent découvrir d'autres entrées, et faire se rencontrer dans cette logique de proximité un agriculteur bio avec un Christophe qui fait la promotion à 100% du véhicule électrique sur Civaux et au-delà, ça crée vraiment des choses, et ça permet ensuite d'aller plus loin et de pouvoir continuer sur le territoire à être un peu une sorte d'accélérateur de la transition sociétale en lien avec les questions d'énergie, mais pas seulement. Merci. Alors je peux en témoigner de cet enrichissement des auditeurs, puisque j'interviens pour parler par exemple de criminalité environnementale. Donc on dresse vraiment l'ensemble du spectre autour du développement durable. Et c'est vrai que mettre ensemble des profils aussi différents, c'est d'un enrichissement aussi bien d'ailleurs pour les auditeurs que pour les intervenants. Ça, je peux vraiment en témoigner. Oui, loyauté des pratiques, droits de l'homme, enfin voilà, il y a vraiment plein d'entrées. Très bien, merci Francis. Et donc là, nous avons parlé des formations, formation initiale, formation continue. Nous allons passer à, plutôt que la formation exactement, on va être sur la formation et l'information, et même sur l'action sur les comportements, pour avoir des comportements plus responsables, plus durables. Et là, je vais laisser Pierre-Étienne et Guillermo présenter leur projet, le B2020 Génération, donc, qui est un programme qui amène les salariés à changer. Alors, c'est peut-être un peu abrupt de le présenter comme ça, amener les gens à changer de comportement, ça peut faire penser à des pratiques moins responsables, mais c'est les amener de manière ludique à changer les comportements et avoir des comportements plus responsables, plus durables. Et je pense toujours à par exemple, ces escaliers qui sont musicaux, qui amènent les gens qui ont envie de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur parce que ça fait de la musique quand on monte les marches, ou les escaliers avec les nombres de calories brûlées à chaque marche. Ça incite très souvent à se dire, tiens, je vais prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Alors bon, je caricature, mais c'est des exemples que j'ai connus et qui marchent plutôt bien. Donc Pierre-Étienne, présentez-nous ce programme B2020 Génération. Merci Eric pour l'introduction et pour les très bons exemples de nudge que tu nous as fait. Donc les nudges qui sont justement un des outils des sciences comportementales, voilà, pour justement inciter au changement de comportement. Alors j'en profite aussi pour remercier la Fondation O5T, voilà, qui nous permet justement de venir présenter B2020, de remercier bien sûr aussi nos témoins qui sont venus aujourd'hui, qui nous ont fait l'honneur donc de venir témoigner, donc qui sont pionniers sur ces programmes-là. Et également, j'en profite pour remercier Sandrine de Guillaume, que j'ai vu tout à l'heure, qui pour avoir donc évoqué économie énergie, et puis la féliciter pour le prix remporté du coup hier, le 3e prix sur RenGrid. Alors sans plus attendre, parce que je sais qu'on est sur un timing assez serré, nous on est persuadés depuis toujours, depuis la création d'économie d'énergie, que l'homo economicus n'existe pas vraiment. Je pense que ça se prouve de plus en plus, et qu'au contraire, il faut, on a la conviction, et c'est une conviction qui est plutôt personnelle et on va dire de bon sens,
qu'il faut aussi travailler sur tout l'aspect comportemental. Mais ce qui nous intéresse aussi maintenant, et on en profite parce que depuis peu, on a notre docteur en sciences cognitives qui a rejoint l'équipe, qui est Guillermo, il faut bien dire, sinon je vais faire engueuler. Guillermo, oui, c'est bien. Et donc du coup, c'est Guillermo qui va vous présenter une approche scientifique, justement, de cette thématique, avec normalement une présentation PowerPoint, parce qu'on a triché. Même à une table ronde, on a eu le droit de faire un petit PowerPoint. Yes. Non, c'est bon. Tiens. Merci à tous. Merci Pierre-Étienne. Et en effet, j'ai rejoint l'équipe il y a à peu près 2 mois maintenant. Et je l'ai rejoint parce que je suis tout à fait convaincu de l'impact du comportement sur la transition énergétique. Et je pense qu'on a vu aujourd'hui, avec cette merveilleuse présentation qu'on a vue avant le midi, avant l'après-midi. Et moi, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire ici, un petit peu avec quelques sources de littérature très simples, c'est de dire pourquoi Dominique a toujours dit OK, pourquoi il était OK avec ça. En fait, ici, je vais peut-être me mettre debout, comme ça je regarde mieux, mais le monde de l'énergie, c'est quand même un monde un peu spécial, on va dire. Si on reprend la théorie économique de base, on voit que, utilisons l'exemple du café, qu'on connaît tous, on voit que le fait d'augmenter le prix du café va éventuellement diminuer la consommation du même. Par contre, voilà, vive la technologie, on voit, avec cette petite image, que dans le monde de l'énergie, dans ce qu'on connaît comme les Energy Efficiency Gap, et ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas si simple. Et souvent, le fait de faire des économies monétaires ne mène pas à une économie réelle de l'énergie. Donc, en gros, on peut conclure que l'argent n'est pas la seule motivation pour faire des économies. Mais c'est ce qui est encore plus intéressant, et peut-être pour certains d'entre nous un peu contre-intuitif, c'est que la technologie ne représente pas pour elle-même non plus un bon levier ou un levier suffisant pour faire cette transition. Et j'ai repris ici un petit article en fait, qui vient de sortir dans le Télégraphe il y a quelques jours, où en gros, on les voit, ils sont au Royaume-Uni, il y a un programme pour donner aux utilisateurs des smart meters. C'est tout à fait gratuit, ils ne doivent rien payer. Et malgré ça, plus de la moitié des utilisateurs ne veulent pas des smart meters. Et pourquoi, vous vous dites? C'est tout simplement, j'ai repris ici un petit commentaire dans le forum qui explique très bien au fait qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ils n'ont pas été expliqués. Le facteur humain, là, il a été oublié. Donc, du coup, il y a la technologie, mais on a besoin du contact avec l'humain. On a besoin de développer ce facteur humain. Et si on le reprend un peu à niveau plus comportement, et on se demande qu'est-ce que la recherche comportementale dit. Voilà, donc elle dit que l'investissement comportemental, c'est a un véritable intérêt économique. Et ici, justement, j'ai repris un petit, quand même une grosse étude publiée dans les journaux, dans le prestigieux journal Science, qui calcule, c'était réalisé aux États-Unis, et qui calcule que les éco-comportements pourraient représenter un total de plus de 12 millions de tonnes de CO2 économisées. Ce qui, si on les multiplie par le prix notionnel du carbone ici en France, entre 2017 et 2030, on a quand même un chiffre qui est assez relevant et qui est entre 387 et 1270 millions d'euros. C'est quand même un chiffre à tenir, à considérer. Donc, nous, c'est ce qu'on propose, et je pense qu'on est pas mal à penser de cette façon-ci, c'est qu'on doit créer des utilisateurs intelligents. On doit vraiment investir là-dedans, on doit vraiment rejoindre technologie, bénéfices économiques, évidemment, mais aussi les facteurs humains. Merci. Merci.
Merci pour cette présentation technique. Et donc, Pierre-Étienne, sur les aspects finalement du quotidien de cette application, vous allez nous parler de ces aspects. La présentation n'était pas totalement... Voilà, super, merci. Donc du coup, voilà, nous on est persuadés de ça, et donc on a mis en place ce qu'on appelle les DCI, donc les dispositifs de comportement intelligent. Donc merci Guillermo pour ton approche, donc on ne s'était pas trompé, c'est bien. Mais pour faire des smart users et des smart consumers, on a besoin de smart décideurs avant ça, qui vont décider donc du coup de partir sur ces thématiques. Donc c'est ce que nous faisons l'honneur de faire depuis déjà plusieurs années, des grands noms, donc 3 sont là, notamment BPI France, SNCF, Enedis, Métro, Société Générale, avec qui on travaille, voilà, on intervient avec eux pour, dans ce sens-là, auprès de leurs collaborateurs. Également, nous, on a fait quand même pas mal de chemin parce que désormais, on travaille avec d'autres secteurs. Donc pour nous, c'est notre fierté parce qu'on fait profiter maintenant de ça à différentes typologies de publics. Notamment, depuis peu, on est sur des sociétés industrielles, donc une société industrielle principalement qui fait de la conserverie, qui est en Angleterre. On va venir intervenir également directement sur la chaîne de production. Et aussi, donc voilà, encore une fois, donc comme Sandrine de Guillaume vous le disait ce matin, on intervient donc dans le projet RainGrid. Donc on a eu la chance et l'honneur d'être retenu aussi par Schneider Electric pour les aider justement à comment transformer les utilisateurs d'un smart grid en smart users. Là, pour le coup, ça s'applique directement. Et également, enfin, on a depuis le début de l'année, ça fait du suspense, les locataires de logements sociaux, puisqu'on a encore une fois eu la chance d'être retenu, on a peut-être un peu travaillé aussi, par le ministère, qui nous a donc, grâce au programme C2E, permis de lancer le programme Cléo, qu'on met à disposition des bailleurs sociaux. Donc on vise les logements en précarité énergétique. D'ailleurs, normalement, dans les petites pochettes que vous avez eues au début, vous avez un livret Ecogest Cléo et une plaquette. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Pour les bailleurs sociaux, on travaille déjà avec Lille Métropole Habitat, Neolia et ICF Habitat. Donc, sans plus attendre, Eric, je te passe la parole. Juste si, en tout cas, si vous êtes intéressé, nous, dans tous les cas, donc là, c'est la minute pub, mais même dans tous les cas, je pense que le salon est intéressant dans son ensemble. On sera présent à Convergence dès lundi. Donc, nous, on va être sur l'ODD 12, donc comment avoir une consommation, une production plus responsable. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il nous reste des places. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Et donc, comme je le disais, nous avons la chance d'avoir des retours d'expérience de vos partenaires. Et donc, je citais notamment SNCF, BPI France et Société Générale. Et donc, j'ai envie de demander à Olivier, Emmanuel et Philippe, finalement, qu'est-ce qui vous a motivé? Quel a été le déclic pour faire appel à ce programme? Pourquoi avoir d'un seul coup décidé d'investir finalement dans les comportements, dans le facteur humain? Et pourquoi cet axe? On va essayer de voir avec nos salariés comment changer ces comportements liés, des comportements plus responsables en tout cas. Bonjour tout le monde. J'ai envie de faire un peu le mauvais élève ici, dans le sens où je trouve que la question est archi pertinente, mais en fait, pardon, hein, c'est pas une attaque personnelle, mais elle est fatigante. Moi, j'aimerais la poser à l'envers, renverser la charge de la preuve. À qui pourrait-on dire démontre-moi que tu n'es pas responsable? La responsabilité, c'est une évidence. Enfin, on est quand même... Les constats sont partagés par rapport à la planète. On n'est pas entre altermondialistes, on est vraiment des gens qui sommes dans la vie de tous les jours. Et pourquoi est-ce qu'on se pose la question de la responsabilité? Je ne comprends pas ça. À un moment donné, il faut qu'il y ait un déclencheur. Hier, Myriam introduisait, d'ailleurs que je remercie à nouveau au passage pour son invitation, comme pour la 3e année, introduisait en disant il n'y a pas de connaissance sans conscience. Et moi, ce que je suis en train de faire là, aujourd'hui, c'est une insurrection des consciences. Je vais le redire, pardon. Une insurrection des consciences. Il suffit de lire les écrits d'un grand philosophe des temps modernes, un grand petit homme, Pierre Rabhi, avec le mouvement Colibri. Il suffit juste de lire ça pour se rendre compte que finalement, on peut tous faire quelque chose. C'est une révolution sans violence. C'est une révolution qui est pas à pas. Et au bout du compte, finalement, c'est... parce que j'ai un coup de gueule derrière, alors je suis très bavard, pardon, je vais essayer de vous donner la parole, mais ce que je me dis derrière ça, on a chez nous, SNCF, 220 000 employés.
On a mis en place une plateforme B2020 avec Philippe, tu peux lever la main ici, qui l'a mis en place. On a à ce matin là, 7109 inscrits. On a dit c'est génial, mais ils font quoi les 213 000 autres? Enfin, moi j'ai un vrai coup de gueule et je me dis pourquoi est-ce que l'industrie pharmaceutique n'est pas en train d'inventer la pilule anti-schizophrénie quand on vient au travail? On est tous convaincus lorsqu'on parle à nos gamins, lorsqu'on parle dans la vie que le développement durable, il faut le faire. Et quand on arrive en entreprise, eh ben, on n'a pas ça pour objectif. Voilà, donc le coup de gueule, il est là. Quand est-ce que vous, moi, on va avoir clairement affiché des objectifs d'économie d'énergie et de développement durable affichés? Rendez-vous l'an prochain. Et qui est-ce qui va avoir le courage de publier ces objectifs et ces résultats? Le jour où tous les patrons de toutes les entreprises ont fait ça et ont donné à leur directoire des objectifs, c'est là que le changement va venir. Voilà. Merci pour le coup de gueule. Alors peut-être une réponse plus apaisée de Philippe. Bonjour, alors chez BPI France, nous sommes des bons élèves, donc je vais m'efforcer de répondre à la question. Merci de nous avoir invités, merci Myriam de cette invitation. Alors chez BPI France, le driver c'est le client, c'est l'entreprise. Et tout tourne autour de ça. BPI France est une banque qui est devenue une entreprise. Le concept de banque-entreprise, pourquoi? C'est d'être proche des clients, d'essayer de les aider. Les questions que se posent les 2500 collaborateurs, c'est une ETI bancaire BPI France. Chaque matin, c'est en quoi on peut être utile aux entrepreneurs, de la start-up jusqu'à la très grande. On a cette chance d'avoir effectivement un écosystème qui est assez remarquable. En quoi on peut les aider? On sait financer, on sait investir, on fait du financement de l'innovation, vous le savez, et on s'est dit, il y a un enjeu formidable, c'est l'accompagnement. Et d'ailleurs, ça a été dit. Il est là, le facteur clé, le facteur différenciant, c'est pas de mettre de l'argent sur la table, il y a énormément de liquidités. Aujourd'hui, il n'y a pas un problème d'argent, il y a énormément de liquidités. Le sujet, c'est comment fait-on pour accompagner nos amis entrepreneurs pour grandir, pour croître, pour être conquérants, pour aller à l'international, pour s'équiper. C'est ça, c'est l'enjeu. Donc on a créé effectivement l'accompagnement. Et nous, on voit le sujet effectivement de la RSE de manière dans son acception plus large. On ne parle pas de RSE, on parle d'accident du travail, on parle de plan de formation, on parle d'écosystème, on parle de recyclage, on parle de comment mettre un petit comité de direction dans une PME, etc. Et on est en plein dans la RSE. Le sujet pour faire bouger les lignes, et je vais être assez court pour laisser à Emmanuel aussi le temps de s'exprimer, on a plusieurs leviers pour faire bouger les lignes. Et il y a un enjeu formidable, derrière c'est l'emploi. Donc là-dessus, il ne faut pas truquer, il ne faut pas tricher. Il faut être sincère dans la démarche. Donc qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'effectivement, on essaye d'accompagner nos entrepreneurs sur tout un ensemble de thématiques. Comment mettre en place un plan digital? Comment effectivement les aider à grandir dans leur croissance? Il y a différents stades. Aider en cela par une étude qu'on a sortie l'année dernière sur la solitude du dirigeant. Je vous invite d'ailleurs à aller sur notre site pour aller totalement en ligne, où on s'aperçoit que tous nos dirigeants, quelle que soit la taille, le critère, c'est plus la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, les bonnes recettes, elles viennent autant de la start-up que de la très grande. Et d'ailleurs, les plus grandes ont compris, puisqu'elles incubent des petites à l'intérieur, pour comprendre, parce qu'aujourd'hui, on met les pions sur l'échiquier sur différents numéros, parce qu'on ne sait pas dans 5 ans comment ça va sortir. Peut-être que c'est le numéro 4 qui va sortir et qui va faire le relais de croissance, ou c'est le numéro 20. Donc il faut être extrêmement attentif, il faut être très humble dans sa démarche. Et donc nous, on est dans cette logique. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de RSE, et donc plusieurs leviers. Premier levier, c'est l'entreprise. D'ailleurs, moi, je ne devrais pas être là aujourd'hui, ce devraient être des entrepreneurs à ma place qui parleraient de leur expérience. Et là-dessus, c'est complètement éclairant. Et c'est ce qu'on fait généralement dans toutes nos sorties. Donc aujourd'hui, c'est exceptionnel. On m'a donné l'autorisation de sortir. Donc l'entreprise, au cœur du système, et on les met sur la scène et nous, on se met 2 pieds en arrière. On a la chance d'être dans des boards. On a 200 administrateurs qui sont des collaborateurs, investisseurs ou chargés d'études, qui sont dans des conseils d'entreprises, de PME, de TI, etc. Donc on les pousse, on les forme pour prendre la parole, challenger amicalement, aimablement, mettre à l'ordre du jour une fois par an des sujets de RSE, des sujets de transition énergétique également. Sur la transition énergétique, nous on a un programme avec la Caisse des dépôts, et un programme 2014-2017. Puisqu'on est une banque, il faut donner des métriques. On fait 15 milliards. 2014-2017, BPI France sur les 15 milliards fait 4 milliards. Et on est en rythme de croisière de 1 milliard par an sur les financements de la transition écologique énergétique, sur l'ensemble de ces données. Donc ça veut dire qu'on mouille le maillot, mais pour nous, le challenge, c'est l'entrepreneur, le levier, c'est l'administrateur,
Et les salariés, on ne peut pas aller porter la parole dans les entreprises si les salariés, à minima, ne sont pas convaincus de ces sujets. Donc on a travaillé effectivement, et merci de votre aide, sur une plateforme de sensibilisation pour nos salariés, sur des éco-gestes, des socio-gestes, pour leur faire sentir, et ça monte progressivement, il y a un aspect générationnel. Aujourd'hui, pour recruter des gens dans les entreprises et qui sont performants, ce n'est pas les résultats financiers de la boîte qui les intéressent. C'est ce que fait l'entreprise, sa sincérité, comment il porte ses actions. Et ça, c'est le facteur différenciant. Il y a des bassins d'emploi qui ne sont pas faciles en France. Une entreprise préfère avoir les talents chez elle plutôt que chez le voisin. Donc en fait, c'est quoi? C'est la façon dont ils portent les sujets, la manière dont, la sincérité, la manière dont les dirigeants incarnent ces valeurs, les valeurs, je dirais, concrètes dont on a parlé. Qu'est-ce que je fais concrètement pour mes salariés? Ce n'est pas en publiant uniquement des chartes. Il faut faire les chartes. Mais ce n'est pas que la charte. Derrière, il faut mouiller son maillot. Et le sujet des entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est ça. Donc nous, notre rôle, c'est de les aider. Voilà. Merci Philippe. Merci Philippe de me laisser 9 minutes pour pouvoir dire ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Voilà. En tant que Société Générale, normalement, je devrais parler de financement, ce que doit faire la banque pour financer la transition énergétique, ce qu'elle doit faire pour gérer ces risques climatiques. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais si je remercie Myriam et si elle m'invite l'année prochaine pour parler de ces sujets-là, ce sera avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler, parce que évidemment, il faut qu'on pousse nos banquiers à aller voir leurs clients et leur dire qu'est-ce que vous faites sur la transition énergétique, comment vous allez plus loin pour décarboner votre production d'énergie, etc. Ou du côté des fournisseurs, leur dire le papier que je vous achète, comment il est produit, avec quelle matière et d'où vient la matière première, ou est-ce qu'elle est recyclée. Je vais vous parler de ce que nous faisons en interne, parce qu'on ne peut pas aller voir nos clients en externe sans, en interne, balayer devant notre porte et essayer d'être le plus économe en énergie ou consommer émettre le moins de CO2 possible. Alors, Société Générale, c'est 150 000 personnes dans le monde, c'est à peu près, nous sommes présents à peu près dans 67 pays. Vous comprenez bien qu'en tant que responsable de l'environnement, quand on doit mettre une politique environnementale en place, c'est extrêmement compliqué de dire à l'agence de Polynésie qu'est-ce que vous faites pour économiser votre énergie. Voilà, donc j'ai essayé de faire ça pendant quelques années. Quand j'ai vu que le groupe mettait en place un programme Green IT et que ça n'avançait pas, je me suis dit il faut changer de méthode. Donc changer de méthode, c'est mettre en place un outil qui va être un mécanisme d'incitation et inciter les gens à faire. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux en matière d'environnement pour inciter les gens à faire ou à changer de comportement? C'est la taxe carbone. Donc nous avons mis en place en interne une taxe carbone interne. Alors c'est très simple, hein. Une taxe carbone interne, ça veut dire quoi? Pour le dirigeant d'une filiale ou d'une entité du groupe, ça veut dire que dans son budget, lorsqu'il va négocier son budget avec la direction générale, eh bien, il y a une ligne taxe carbone interne où il est obligé de budgéter la taxe carbone par rapport à son empreinte carbone. Dans son empreinte carbone, c'est l'énergie, c'est l'informatique. Nous sommes de très gros consommateurs d'énergie et d'informatique. Nous consommons à peu près 900 gigawattheures d'énergie par an, ce qui est pas mal. Et donc évidemment, c'est l'énergie, le transport, c'est l'informatique, c'est la consommation de papier, c'est les déchets. C'est tout ça, et ils payent tous une taxe là-dessus. Donc ils doivent le mettre sur leur ligne budgétaire. Qu'est-ce qu'on fait du montant collecté? Donc là, on collecte à peu près 3 millions d'euros. Eh bien, on utilise cet argent pour aller plus loin dans les économies d'énergie, dans l'économie environnementale. Nous utilisons cet argent comme une subvention à des initiatives internes d'efficacité environnementale. Autrement dit, tout le monde dans le groupe, quel que soit le collaborateur, peut venir nous présenter une initiative qu'il a mise en place chez lui, qui respecte plusieurs critères. D'abord, ce n'est pas un projet, c'est une initiative qui a déjà été réalisée. Parce que ce que nous voulons, c'est démontrer que l'environnement, ce n'est pas un coût, mais que c'est une opportunité, que c'est des gains pour la société.
Donc, s'il a mis l'initiative en place, un banquier, généralement, il regarde son business plan. Si c'est rentable, il le met en place. Si c'est pas rentable, il ne le met pas en place. Donc, ce n'est pas de la subvention, en fait. En fait, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rembourser à l'entité qui a mis en place une initiative le coût environnemental. Le surplus, c'est-à-dire que lorsqu'on va changer un data center, eh bien, on va pas lui rembourser la nouvelle machine qu'il va acheter ou les nouvelles machines. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder sur le marché quelles sont les machines les moins énergivores, et si c'est un coût supplémentaire pour l'entité, eh bien, on lui remboursera jusqu'à 200 000 euros ce coût supplémentaire. Voilà, et ça on le fait sur l'énergie, sur le transport, etc. Et donc les initiatives sont présentées et puis elles respectent des critères environnementaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des économies en CO2 ou en énergie ou en consommation de papier ou autre, mais évidemment que ça génère des économies d'énergie, des économies en frais généraux pour la banque. Résultat, au bout de 4 ans, ça fait 4 ans qu'on a mis ça en place, 65 millions d'euros d'économies de frais généraux sur la totalité des 4 ans. C'est 25 000 tonnes de CO2 économisées, c'est 58 gigawattheures d'économie par an d'énergie d'économiser. Et c'est quoi? C'est en fait une incitation vraiment. Aujourd'hui, on a dû récompenser, je sais pas, 164 initiatives sur les 4 ans. Ça veut dire que tous les ans, les gens qui ont présenté une initiative, eh bien, ils en représentent une autre l'année d'après, tout simplement parce que l'argent qu'on leur donne, il va sur le budget de l'année suivante. Ça veut dire que c'est un surplus de budget qu'ils ont. Et donc, ils vont utiliser cet argent pour faire de nouvelles initiatives. Et en fait, on crée comme ça un cercle vertueux au sein de la banque. Ça marche par le bouche à oreille. Et voilà. Et donc, c'est un vrai succès pour la banque. Aujourd'hui, Économie d'énergie nous accompagne parce que lorsque vous annoncez, par exemple ici, qu'on a 65 millions d'euros d'économie, il faut bien, à un moment donné, qu'il y ait un tiers certificateur externe qui nous certifie, qui fasse les mesures et les calculs de toutes ces initiatives, qui nous challenge là-dessus. Et en fait, on s'est associé avec Économie d'énergie pour qu'il soit ce challenger et qu'il soit ce tiers certificateur. Voilà. Merci. Merci pour ces... Alors, comme il nous reste 2 minutes et comme Subdeco avec l'IRSI et accompagné de l'EXI et de l'Université de La Rochelle, nous travaillons aussi sur un projet de B2020, mais qui est sur ce modèle, mais destiné cette fois-ci au changement de comportement des étudiants pour qu'ils aient des comportements plus responsables et plus durables. J'ai envie, comme on a 2 minutes, de demander à celui qui veut bien répondre, finalement, quel public est le plus sensible et le plus prêt à changer ses comportements ou à faire l'effort d'avoir l'envie de changer ses comportements, alors aussi bien entreprise que salarié ou cadre d'association. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a une idée ou a réfléchi sur cette question justement dans son expérience. Moi, je voudrais dire, c'est que, en fait, il y a aussi beaucoup de coups de cœur, parce qu'à chaque fois, c'est des belles histoires qui sont faites. Et pour moi, il n'y a pas de public type. C'est celui qui a envie, qui fait, et qui peut entraîner les autres. Par contre, le problème de l'îlotage fait que c'est des gens qui sont isolés, qui sont peut-être même regardés comme, dans l'entreprise comme étant des écolos bobos, dont je fais partie, dont je suis hyper fier. Mais ce n'est pas ça en entreprise. Il faut aller plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'il faut fixer des objectifs qui sont visibles. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment des super histoires. On pourrait donner plein d'exemples. Par exemple, au siège de la SNCF à Saint-Denis, là, au milieu de tous les immeubles, on a fait un jardin bio. Florence Cousin, qui est là, nous a fait faire la première récolte cet été. C'était magnifique. On avait aubergines, courgettes, tomates. Donc voilà, il y a plein de belles initiatives, mais il n'y a pas de public type.
Et peut-être au niveau des entreprises, BPI France, Oui, même nous on a dans nos processus investissement et financement des questions au moment de l'instruction des dossiers et des projets sur les dimensions ESG, environnement, social, sociétal et de gouvernance. Le sujet, et c'est une difficulté, je la partage avec vous, c'est que c'est compris. Il y a une flambée aujourd'hui de surrajout dans les banques de tout un ensemble de vérifications, etc., qui sont excessivement lourdes. Et les personnes qui sont en charge considèrent que c'est une contrainte supplémentaire. À partir du moment où les entrepreneurs disent non, pour moi c'est un vrai sujet, ça fait bouger les mentalités. Et ça veut dire qu'ils se disent c'est une opportunité de business et de création d'intimité avec les entrepreneurs, plutôt que de cocher des cases de manière un petit peu studieuse dans des processus, parce que là, il y a une véritable discussion qui s'instaure et ça devient quelque chose de très positif. Et Francis, peut-être justement au niveau de ceux qui se présentent au SHED. Juste un dernier mot. Moi, je pense que peut-être ce qui est vraiment le moteur de toutes ces initiatives et de ces belles histoires, comme vous le dites, c'est en fait une énergie, pour le coup, mais une énergie qui est l'intelligence collective. Et on le voit bien dans cette salle-là, ça a été rappelé, ça a été dit de nombreuses fois, cette intelligence collective, il faut lui faire confiance, il faut qu'on ait confiance en nous, il faut qu'on ait confiance en l'autre, et à partir de là, on s'aperçoit qu'on arrive vraiment, dans le cadre d'une mise en réseau, à faire des choses sensationnelles. Rien ne nous interdit de pouvoir avancer sur ces questions. Merci Francis, je crois qu'on peut terminer sur ces paroles très positives. Et donc je vous remercie tous pour cette table ronde autour de la formation. Merci.